Nicolás Maduro investi président pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête du pays. Pays rongé par une crise profonde et toujours plus isolé, 50 pays refusent de reconnaître sa réélection. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Pascal Drouot. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut Choiseul. Alors parmi ces pays qui refusent, ou ce groupe de pays qui refusent de reconnaître la réélection de Nicolás Maduro, il y a notamment l'Union européenne et puis il y a les pays du groupe de Lima qui rassemblent des pays d'Amérique latine ainsi que le Canada. Ils sont de plus en plus nombreux, ces voisins du Venezuela aujourd'hui, à ne pas vouloir reconnaître Maduro comme chef de l'État. Tout à fait, et c'est la nouveauté politique en fait en Amérique latine. C'est vrai, vous y faites référence, le groupe de Lima, ce sont 14 pays qui donc ont décidé de déclarer illégitime la prestation de serment en fait de Nicolás Maduro. Alors c'est vrai que la donne politique change en Amérique latine. Elle a changé par rapport aux années 2000 et par rapport à ces grandes années chavistes des années 2000. On vient de le voir dernièrement avec le Brésil qui a totalement basculé dans la droite, à la droite, et qui a une perception politique totalement différente. Et donc on peut en effet considérer aujourd'hui que le Venezuela est pris en tenaille finalement entre le Brésil d'une part et la Colombie, d'autre part les deux grands voisins et partenaires économiques du Venezuela. Et il perd aussi ses partenaires historiques, on pense à la Bolivie notamment, qui est dans l'orbite du Brésil et qui se retrouve aujourd'hui elle aussi bien obligée de composer avec ce nouveau président d'extrême droite, Bolsonaro. C'est vrai, mais Evo Morales est présent à Caracas aujourd'hui. Donc voilà, le Venezuela, vous l'avez dit, est en effet aujourd'hui globalement isolé sur le continent latino-américain, diplomatiquement, c'est certain. Pour autant, il a encore des alliés. Il y a justement parmi ces pays qui ont basculé, des pays qui ne sont pas des opposants historiques, idéologiques du moins, au Venezuela. Tout à fait, certainement. En tout cas, en Amérique latine, il peut compter sur le soutien de Cuba, de la Bolivie. L'Équateur est réservé et le Mexique. Le Mexique n'a pas suivi le groupe de Lima. Le Mexique, c'est la deuxième économie latino-américaine. C'est une puissance régionale. Donc, c'est assez important. Ceci étant, le Venezuela, en effet, et on le voit aujourd'hui avec cette prestation de serment contestée, est engagé depuis 2013, en fait, depuis la mort de Chavez, dans un imbroglio politique qui a conduit aujourd'hui et ces derniers mois à un véritable blocage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Oui, parce que la particularité, on le disait, de cette prestation de serment, c'est qu'elle n'a pas lieu devant le Parlement, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable climat de guerre politique, de quasi-guerre civile. Alors, guerre civile, peut-être pas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on est dans ce climat-là. Par contre, oui, une tension politique très forte et un blocage, certainement. Vous le rappelez très justement, la prestation de serment ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif de Nicolás Maduro ne reconnaît pas aujourd'hui les prérogatives de l'Assemblée. Qui en a d'ailleurs perdu un certain nombre, qui a été dévitalisé en partie par une réforme constitutionnelle mise en œuvre par Maduro. Exactement, absolument. Et d'ailleurs, l'autorité, on va dire, est détenue par le tribunal suprême de justice, finalement, qui s'est arrogé les pouvoirs de l'Assemblée. Donc c'est vrai qu'on est dans un blocage parfait. Un tribunal croupion, comme on dit. On peut le penser, évidemment. En tout cas, ça permet à Nicolás Maduro de compter, de s'appuyer sur des entités politiques qui, sur le plan interne, lui permettent de revendiquer une légitimité politique. C'est d'ailleurs aujourd'hui le paradoxe du Venezuela et de l'élection de l'année dernière, qui date quand même du mois de mai 2018. Nicolás Maduro... L'élection contestée et boycottée par l'opposition. Exactement. Donc on peut dire que mécaniquement, l'élection, les résultats sont incontestables. Élus sans politiquement, exactement. Politiquement, c'est en effet autre chose. Il reste encore des maduristes à défaut de chavistes au Venezuela? Mais certainement, bien sûr, parce que le régime s'appuie bien évidemment sur des alliés et sur des forces, je pense notamment aux forces armées, mais pas seulement, qui ont intérêt à soutenir le régime. D'une part. D'autre part, n'oublions quand même pas que le Venezuela détient parmi les plus importantes réserves de pétrole au monde, 300 milliards de barils. Dont il tire toujours
bénéfice. Certainement, même si aujourd'hui le baril coûte beaucoup moins que la valeur qui était la sienne il y a encore quelques années, ce qui a entraîné évidemment une perte d'influence dans cette volonté de redistribution sur laquelle s'appuyait le régime chaviste. Mais c'est l'une des raisons de la faillite de l'économie et des pénuries de biens en tout genre, jusqu'à même des scènes de quasi-famine qu'on décrit au Venezuela. Absolument. Famine et de départ de la population. C'est un pays de 30 millions d'habitants. 2 millions, ce sont les chiffres de l'ONU, de Vénézuéliens ont quitté le Venezuela ces dernières années, ces derniers mois. Où en sont les migrations justement aujourd'hui? Parce qu'on a fait nombre d'émissions évidemment sur ce mouvement. Il s'est tari ou on continue à observer la même fuite finalement vers les pays limitrophes que sont la Colombie, le Brésil entre autres? Oui, on n'en parle plus en effet parce que c'est rentré dans le commun quotidien malheureusement. Mais oui, 2 millions de Vénézuéliens sont partis l'année dernière. Vous l'avez dit, là aussi en Colombie, la Colombie a accueilli près de 1 million de Vénézuéliens. C'est gigantesque pour ce pays, 500 000 au Pérou et plus bas vers le Chili. Il est annoncé encore un flux de plusieurs millions pour cette année 2019 et 2020. Ces scènes de Vénézuéliens fuyant la misère ont-elles alimenté aussi le vote pour des candidats de droite, voire d'extrême droite, dans des pays notamment comme le Brésil? C'est ce qu'on a pu entendre à l'occasion de la très forte progression de Bolsonaro, comme une forme de repoussoir finalement à l'exemple, le contre-exemple que fournissait le Venezuela, celui de l'extrême gauche. Tout à fait. Ce sont des images qui ont alimenté un discours politique, mais aussi une réalité politique. Vous parlez du Brésil. Le Brésil, c'est le partenaire, c'est le voisin du Venezuela. Et évidemment, le Brésil, pour le coup, après les années de présidence Lula, ne voulait pas vivre, et c'est ce qui a aussi alimenté cette élection présidentielle gagnée par Jair Bolsonaro, ne voulait pas vivre ce sentiment de chute, de faillite qui a été et qui est celle du Venezuela. Donc ce sentiment de chute a vraiment alimenté l'élection présidentielle au Brésil, et les images de ces migrants, c'est une des plus grandes migrations occidentales ces dernières décennies que vit l'Amérique latine, il faut quand même le rappeler. Donc c'est vrai que ça a alimenté un discours plus nationaliste, plus national. C'est aussi, ce sont des images qui ont alimenté également la campagne présidentielle en Colombie de l'année dernière. Simplement, ce ne sont pas que des images. Évidemment, les migrants se déplacent. Comme je vous le disais, la Colombie a accueilli 1 million de Vénézuéliens l'année dernière. Ça veut dire autant de personnes qu'il faut intégrer dans les économies locales. Quelle perspective offre aujourd'hui Nicolas Maduro pour ce deuxième mandat? On imagine qu'il a quand même fait campagne sur un certain nombre de promesses. Oui. Quel est l'avenir finalement du Venezuela? Est-ce l'impasse ou bien y a-t-il vraiment une perspective, un programme, un idéal que porte aujourd'hui Nicolas Maduro? Ouais. Alors l'idéal, c'est évidemment toujours de s'inspirer de l'ère chaviste. Ceci étant, les ressources, nous l'avons rappelé, ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Nicolas Maduro, il a aujourd'hui... le lien avec l'Iran isole aussi le Venezuela parmi les pays producteurs de pétrole. Bien sûr, on l'imagine, l'Arabie Saoudite qui tient quand même les rênes de l'OPEP. Ouais, tout à fait. Alors, Nicolas Maduro, il essaie de définir de nouveaux axes, notamment avec la Turquie, un axe très important, avec la Russie, l'Iran certainement, et la Chine. D'ailleurs, je rappelle que la Chine, aujourd'hui, mène une véritable offensive économique très forte vers le continent latino-américain. Donc, ce sont autant d'axes nouveaux et d'axes toujours qui sont présentés comme une alternative à un autre axe qui serait, lui, lié à Washington. Le Venezuela qui joue donc de son image de bête noire de Washington pour attirer peut-être des puissances qui pourraient être sensibles à gêner effectivement Washington dans ce qu'on appelle sa cour, son backyard, comme on dit en anglais. Merci beaucoup Pascal Drouot d'avoir été notre invité. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce second mandat qui débute aujourd'hui pour Nicolas Maduro au Venezuela. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.